comme vous voulez. Bonjour Michel Tauber. Donc, vous avez plusieurs cordes à votre arc. On vous connaît peut-être au départ comme chanteuse, mais vous avez aussi suivi une formation universitaire, vous avez fait une thèse. Et aujourd'hui, c'est Aaron Apfelfeld, Enfant de solitude juive. Donc, c'est votre thèse, ça date des années 80, je ne sais pas 2001, ma thèse. Ah oui, d'accord, mais vous l'avez préparé du temps à la soutenir. Oui, disons que j'ai d'abord commencé à travailler sur enfance et Shoah dans la littérature israélienne. Ça, c'était des travaux sur Grossman. Oui. Et puis, quand est venu le temps de rédiger une thèse, là, j'ai choisi Apfelfeld, et uniquement Apfelfeld. Ah oui. Et j'ai travaillé sur son écriture. Et puis, dernièrement, pour tout vous dire, j'ai passé une habilitation à diriger des thèses. Oui, HTR, oui. Et là, j'ai commis donc cet ouvrage, qui est un ouvrage qui traite entièrement des nouvelles d'Aaron Apfelfeld. Nouvelles qui en France ne sont absolument pas connues du grand public, vu que les 7 nouvelles sur plus de la centaine qu'il a écrites ne sont publiées que à travers soit une dans une anthologie, une dans une autre, Oui. 2 dans la revue de Safon, Oui. Études juives du Nord. Bref, elles ne sont absolument pas dans un seul et unique recueil. L'édition française n'aime plus beaucoup les nouvelles, et donc ça ne les intéresse pas. Eh oui. Et ça n'intéresse, je crois pas, Apfelfeld lui-même, parce que ce sont des nouvelles qu'il a commencé à écrire dans les années 50. Et il a arrêté en 1970, après avoir publié 5 recueils tout de même. Oui. Et ce qui m'intéresse dans ces nouvelles, Qu'elles sont écrites dans quelle langue? Elles sont écrites en hébreu. En hébreu, d'accord. Après qu'il soit passé tout d'abord un petit peu par le yiddish, mais il s'est arrêté, c'était pas du tout sa langue maternelle, il l'a appris. Oui. C'est un yiddish appris. Il est passé par la poésie en hébreu et finalement il s'est trouvé dans la prose. Et ce qui m'intéresse ici, c'est de décrypter d'abord comment il a forgé toute cette langue hébraïque qu'il a lui aussi acquise, la thématique et l'art poétique de sa langue. C'est ça qui est passionnant. Mais c'est sa langue maternelle quand même au départ. L'hébreu, du tout. Non, donc il y a... Ah non, voilà, sa langue maternelle, c'était l'allemand. Il est né à Tchernowitz, comme Paul Celan. Et donc il a connu l'hébreu à quel moment? À 14 ans. Ah, voilà, c'est ça, oui. Il arrive en Palestine mandataire en 1946, et là, comme tous les enfants arrivant orphelins de la Shoah et autres, on le met à l'hébreu dans une ferme école, et c'est ivri d'abord ivrite, hébreu par l'hébreu. Alors est-ce qu'on peut parler quand même d'une langue maternelle ou qu'il a une quand langue même maternelle d'adoption, c'est lui-même qui en parle comme cela. Qui au départ, les gens qui ont lu un livre comme Histoire d'une vie par exemple, lui raconte ça très bien, et plus récemment dans un roman de fiction, mais qui bien sûr emprunte beaucoup d'éléments à lui, L'homme qui voulait dormir, l'enfant qui voulait dormir, Stéphane. Où il raconte cet apprentissage de la langue qui au départ a été très douloureux et qui peu à peu ils se sont apprivoisés mutuellement et finalement, comme il le dit dans ce très beau film de Nourit Aviv, Misafal et Safa, d'une langue à l'autre, il fait parfois des cauchemars et le cauchemar c'est d'oublier l'hébreu parce que comme il a oublié sa langue maternelle pendant la guerre, il était obligé d'être muet. Oui. Donc évidemment la langue de la mère et uniquement de sa mère, c'était l'allemand de sa mère et pas l'allemand de qui vous pouvez imaginer, cette langue a été stoppée en lui, réfréné. Et donc son hébreu, il l'a vraiment non seulement adopté, mais il s'en est emparé, il a façonné. Il s'en est enveloppé, et il le fait dans ses nouvelles particulièrement, et bien sûr dans ses romans d'après. Mais dans les nouvelles, on sent quelqu'un qui est en train de modeler, comme un sculpteur. Alors comment vous avez fait pour restituer ça en français alors, Michel? J'essaye d'expliquer ça. Vous avez inventé aussi une façon de parler le français? Je n'ai pas pu bien sûr introduire ici des nouvelles entières. J'ai eu l'autorisation tout à fait exceptionnelle de son agent littéraire de pouvoir publier dans la revue Mirtaf Hadash, qui est la revue de la communauté Hadat Shalom, une 7e nouvelle, qui porte le titre de Oiseau, mais c'était tout à fait exceptionnel. Et c'est vrai qu'il faut un petit peu inventer une musique. C'est pas tellement inventer un langage, mais c'est la musique d'Apfelfeld. Il a vraiment une façon de faire sonner les mots. Et vous arrivez à rendre cette musique? Je sais pas, j'espère, de mieux que je peux. Je ne peux pas dire que j'y arrive, mais je veux rendre hommage ici, bon, bien sûr, sa traductrice actuelle Valérie Zenati, mais peut-être plus, et ce d'autant plus qu'elle n'est plus avec nous, à Arlette Pierrot, qui fut la
première traductrice que Marianne Véron, qui dirigeait une collection chez Belfond dans les fin des années 80, début 90. Marianne Véron a découvert Appelfeld et a confié à Arlette Pierrot les premières traductions. Oui. Et Arlette Pierrot avait en elle, je ne sais d'où, je ne sais comment, ça c'est inné, cette musique d'Appelfeld. Et vous-même, vous avez eu à traduire aussi Appelfeld ou pas tellement? Non, moi c'est pour le plaisir. Hein. J'ai quelques nouvelles que j'ai traduites pour moi, mais voilà, le reste. Alors là où je me suis fait très plaisir, c'est quand j'ai quelques passages là-dedans que je cite, et bien sûr que je cite en français. Vous n'avez pas été tenté de chanter Appelfeld pour débarquer, pour non, basculer mais je sur sais votre... qu'il apprécie beaucoup la chanson en yiddish, donc j'ai eu le grand plaisir et le privilège de chanter pour lui. Ah bon? Oui, il y avait une librairie où il avait été invité en 2012 à Tout Livre, à Place Doménil, et on a pu faire un récital en yiddish, piano et voix. Donc il n'a pas oublié le yiddish, c'est une troisième langue. Ah non, alors le yiddish, il l'a donc appris à l'université, c'était la langue que parlaient les grands-parents maternels. Voilà. Mais c'est pas du tout une langue qu'il parlait à la maison, parce que ses parents étaient des juifs assimilés de culture allemande. Et donc ce yiddish, évidemment, l'a poursuivi et il l'a étudié à l'université à Jérusalem quand il était en âge de faire des études. Et il parle un yiddish absolument remarquable, il est tout à fait yiddishiste, au plein sens du terme, comme quelqu'un qui a appris la langue, et pour s'en pénétrer davantage, il adore se promener dans les quartiers yiddishophones de Jérusalem, c'est-à-dire Mea Shearim au premier chef, et pouvoir, comme on dit dans cette belle langue, Chap Nashmi, c'est-à-dire pouvoir entamer une petite conversation avec des jeunes gens, avec des vieux juifs, avec des petits-enfants. Alors, est-ce que vous-même, par exemple, si on revient, poser une question un peu basique, mais quels sont... Quand même, entre l'allemand et le yiddish, il y a quand même beaucoup de passages. Bon, c'est vrai que le substrat du yiddish, c'est quand même le Mittelhochdeutsch médiéval. Mais c'est comme pour toutes les langues juives, qu'on prenne le yiddish, le judéo-espagnol, le judéo-turc ou le judéo-marocain. Il y a la langue locale, il y a la langue du lieu où les juifs vivaient, et puis on introduit tout de suite les 20 et quelques pourcents d'hébraïsme et d'aramaïsme dans la langue, qui font que ça devient une judéo-langue. D'accord. Mais alors, le yiddish est peut-être la plus célèbre parce qu'elle a produit une littérature que l'on sait, mais c'est le même système, pour la même procédure pour toutes les... Vous chiffrez à peu près à 20% les éléments? Oui, c'est pas bon. C'est peut-être beaucoup. Ah oui? Ah non, je peux vous garantir que c'est tout à fait ça. Quand vous prenez un texte, même pas forcément de texte. Imaginez que la vie juive, jusqu'à l'émancipation, fin 18e, et même au-delà, puisqu'il y a quand même eu la vie en communauté qui a duré jusqu'en 1939, cette vie juive était quand même rythmée du matin au soir, de la naissance à la mort, par tout un ensemble de rituels, même sans être orthodoxe à tout crin. On observait quand même une vie juive qui s'appuyait sur un rituel. Et ce rituel, il s'exprime forcément par des mots hébreux. Oui, alors justement, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le phénomène d'emprunt. Qu'est-ce qui pousse à une société à... qu'est-ce que ça veut dire pour une société allemande, et pour des juifs allemands, Non, c'est pas une société allemande et c'est pas des juifs allemands. Ce sont des juifs qui sont venus des communautés romanes du sud de la France, qui se sont installés sur les bords de la Moselle et du Rhin, parce que c'était des lieux, évidemment, où on pouvait gagner sa vie et avoir un parnousse et un gagne-pain comme il fallait. Ils ont évidemment adopté la langue des gens du Rhin. Et ils ont, mais il y avait eu la même chose en Babylonie, ils ont opéré non pas un emprunt, mais une fusion, ce qui n'est pas tout la même chose. Parce qu'ils avaient ce bagage hébraïque avant d'arriver en... Oui, de toute façon. Mais en yiddish, on a aussi des romanismes. Quand on dit benchen pour dire prier, et c'est le terme vraiment, ça vient de benedicere du latin. Et là, je cite évidemment le verbe le plus célèbre, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc c'est justement le sommet, l'acmé, l'apogée de la langue de fusion. Parce que le yiddish, après, comme vous savez, les yiddishophones ont dû persécutés par les croisés,
et appelés par le roi de Pologne de l'époque, Voilà. sont arrivés en terre slave. Donc on arrive en terre slave, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Il y a des éléments slaves qui vont s'agréger. Ah oui. D'où la richesse extrême de cette langue. Hein, Et alors, est-ce que ça... qui a Oui. fait aussi qu'elle a été tellement décriée ensuite. On dit ce jargon infâme, cette langue impure. Mais en fait c'est cette richesse qu'on lui Est-ce que donne. ça signifie qu'il y a plusieurs formes de yiddish? Est-ce que le yiddish... formes. ou est-ce que ça s'homogénéise quelque part en tant Disons qu'ensemble? qu'entre deux yiddishophones, on se comprend, mais c'est vrai qu'entre un yiddishophone de Russie et un yiddishophone de Roumanie, on a essentiellement, alors il y a au niveau lexical, vous pouvez bien imaginer qu'il y a des petites variantes, et puis au niveau de l'accent. Voilà. L'accent, les voyelles, hein, quelque part vous aurez prononcé hey, ailleurs prononcé aïe, encore ailleurs le aïe se prononce à a, bon. Mais l'un dans l'autre, c'est quand même la même langue. Là où le yiddish diffère, c'est entre le yiddish occidental et le yiddish alsacien. Oui. Où là, je ne me permettrai pas de lui donner beaucoup d'explications parce que je ne connais pas, mais je sais que c'est vraiment, c'est carrément une autre langue. Enfin, carrément, c'est une autre langue. Mais le yiddish oriental, ma foi, à part, c'est comme quand vous prenez un français de Lille, hein, qui avec l'accent ch'ti, Oui. et quelqu'un de Marseille, voilà, c'est la même langue, mais vous aurez des termes qu'on n'emploie pas dans le Nord et d'autres dans le Alors Sud. Et inversement. comment explique-t-on que l'hébreu israélien a plutôt une phonétique séfarade que Ah, ashkénaze? mais ça c'est dû à monsieur Eliezer Ben Yehuda, alias... Parce que c'est quand même une trahison. Monsieur Perelman, qui lorsqu'il est arrivé en Palestine ottomane en 1882, avec dans l'idée de réinstaurer l'hébreu comme langue vivante, a dit nous allons parler l'hébreu oriental, parce que c'était à l'époque, les choses ont bien changé, c'était beaucoup plus, comment dire, pratique, non, c'était quelque chose... Ça paraissait logique de s'intégrer au Moyen-Orient en quelque sorte. Exactement, il y avait une grande admiration pour l'Orient, hein, Oui. et pour les Arabes, un grand respect pour les autochtones arabes. Et il était impensable de continuer à prononcer cet hébreu avec l'accent sur l'avant-dernière, comme on parle, comme on récite le rituel en terre d'Ashkénaze, l'accent sur l'avant-dernière, parce que c'est comme ça dans les langues slaves, et non pas de le reprojeter sur la dernière syllabe, comme on le fait dans... Mais il y a aussi le problème des voyelles qui n'est pas là. Pas mal à la victoire. Oui, alors- à la victoire, on prononce l'hébreu à l'ashkénaze, et ici, on le prononce à la séfarade. Enfin, Voilà, alors c'est vrai que... L'autre jour, j'ai entendu on a- Ovinou, j'ai mis 5 minutes à comprendre que c'était Avinu. Oui, absolument. Ça, ce sont effectivement les voyelles prononcées à l'ashkénaze. Mais alors là, c'est une autre histoire, parce que les prononciations des voyelles, effectivement, sont empruntées à une très très ancienne prononciation qui a été après un petit peu simplifiée. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Non, mais je déborde un petit peu, effectivement. Tout ça, c'est tout à fait De même qu'il y a le problème des consonnes qui perdent leur prononciation. C'est aussi dramatique, ça. Aussi. Mais alors là, ça c'est plutôt une influence ashkénaze, parce que l'influence orientale, c'est justement de prononcer et voilà. les gutturales Donc comme il se doit. il y a l'influence. Bah oui, mais après, vous savez comme moi, qui sont les premiers pionniers qui sont arrivés en Palestine. C'était effectivement. Les premières aliotes étaient quand même essentiellement des ashkénazes. Donc il y a eu quelque chose qui est assez complexe qui s'est produit. Alors, ces ashkénazes, ils ont commencé à Alors, vous parler à parlez d'hébreu l'ashkénaze. maintenant. Comment? Vous me parlez de l'hébreu, hein maintenant. Oui. Oui. Alors, ces ashkénazes, ils ont donc parlé un hébreu de façon ashkénaze, et sous l'influence d'Eliezer Ben Yehuda, Enfin, sous sa férule, on va dire. C'est quelqu'un de... il est arrivé à un virage. Il est arrivé à inverser le courant, et ça a été le problème de quelques des plus grands des poètes de l'époque, Bialik le premier, qui lui a écrit toute sa poésie avec une accentuation ashkénaze, c'est-à-dire l'accent sur l'avant-dernière. Et quand il est arrivé en Palestine mandataire en 24, eh bien, ça a été très très compliqué pour lui de continuer à écrire avec C'est un peu comme commencer à écrire avec cette accentuation. Comme les comédiens qui passent du cinéma muet au cinéma parlant. Enfin, c'est des problèmes de recyclage. Par exemple. Et alors, terminons un peu. Donc, ce soir, vous allez faire un concert ici. Oui, un récital, oui. Alors, comment vous concoctez tout cela? Alors, finalement, ça fait 30 ans que vous faites ça. En plus, je sais pas, oui, plus ou moins. oui, absolument.
absolument. Bah, écoutez, c'est lié. Pour moi, d'abord, la langue est musique, première chose. Donc, pas trop difficile de passer l'une à l'autre. Et en plus, j'aime bien chanter dans la langue ce qui est la poésie, ce qui a été écrit dans cette langue, pour ensuite être mise en musique, ce qui remonte à une très très ancienne tradition biblique, je crois pouvoir dire sans me tromper, vu que le roi David, n'est-ce pas, a composé ses psaumes, que Salomon a écrit le Cantique des Cantiques. Non, je plaisante à peine, je veux dire par là que tout ce qui est hébreu est intrinsèquement chantable et musicable. Est-ce que ça veut dire que parfois vous vous élaborez des musiques sur ces textes, ou bien vous prenez vous prenez des textes qui sont déjà mis en musique? Oui. Par de très très grands compositeurs, par des gens, si vous voulez, de la trempe de Joseph Kosma, des gens comme ça, qui sont arrivés en Israël ou qui sont nés depuis, bien sûr, mais en prenant, comme je l'avais écrit dans le petit résumé là pour aujourd'hui, un petit peu comme Debussy, Poulenc et d'autres, on choisi Apollinaire, Verlaine. Les problèmes de livret aussi, le livret chez Mozart, dans les opéras, etc. Oui, là je me concentre vraiment sur la poésie. Et alors, comment ça a évolué votre pratique du récital sur toutes ces décennies? Il y a eu un revirement, il y a eu des changements dans l'inspiration, dans le style, dans la démarche? Sans doute, mais ça, ce serait peut-être un historien de le dire. Aux spectateurs qui me suivent depuis quelques décennies. Vous avez des choses qui reviennent d'année en année? Oui, bien sûr, mais il y a aussi des découvertes. Il y a aussi évidemment des choses que je découvre au fur et à mesure. Ah, voilà quelqu'un qui arrive et que je ne pensais pas voir ici. Eh bien, voilà, je vais vous laisser avec lui. Voilà. C'est un plaisir. Il s'agit de mon compagnon. Très bien, écoutez. Beaucoup de temps. Eh bien, alors je vais vous laisser. À tout à l'heure. Alors, merci beaucoup. Au revoir.